qui peut arrêter Paul Kagame aujourd'hui? À la vérité, rien. Je pense qu'à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, rien ne peut arrêter Paul Kagame. Le seul moyen peut-être, je pense, je vais être un peu radical, le seul moyen peut-être pour essayer de le stopper, c'est de faire en sorte que cette guerre s'exporte sur le territoire. Il faudrait vraiment qu'il y ait des aides militaires très très importantes. Est-ce que le Burundi a aussi... Pourquoi ne se retournez pas vers la Russie ou la Chine, attention, Wagner. Mais je pense que pour garantir, à mon sens, une paix pérenne à l'est de la République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, tous les moyens sont nécessaires en fait. Après l'offensive du M23, faut-il craindre une régionalisation du conflit? Qui peut arrêter Paul Kagame? Pour en parler, je reçois Christophe Rigaud, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Et Dr Ben Luther, enseignant en droit public à l'université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Carlyle. Si l'Est du Congo n'a pas de la paix, la région n'a pas la paix, a mis en garde le président burundais Évariste Ndayishimiye. Christophe, partagez-vous ces propos-là du président burundais? Oui, parce que effectivement, est-ce qu'il y a conflit régional? On y est déjà, puisqu'il y a la majorité des pays de la région qui sont impliqués directement et militairement dans ce conflit. Donc on y est. Maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut en sortir. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution militaire. Donc tous les regards ce week-end vont se porter sur Dar es Salaam, ouais. et ce premier sommet conjoint. Ça, c'est une chose quand même qui est assez intéressante, c'est de réunir ces deux institutions qui sont apparues comme assez rivales sur le conflit à l'est du Congo, et de voir voilà ce qui peut en sortir. Mais si on parle du Burundi, il y a quand même un vrai risque pour le président burundais de voir le M23 se rapprocher de ses frontières au sud Kivu. On sait qu'à l'heure où on parle, voilà, ils sont quand même assez proches de Bukavu. En tous les cas, ils continuent d'avancer. Et ça, c'est une menace directe contre le régime burundais qui accuse son voisin rwandais d'entretenir une rébellion qui lui est hostile, les Red Tabara. Donc on est déjà dans un contexte de conflit régional. Donc la guerre, elle est déjà là. Et si la guerre est là, alors comment sont organisés en quelque sorte les blocs qui sont les soutiens des uns et des autres, qui soutiennent la RDC, qui soutiennent le Rwanda aujourd'hui, si on veut structurer les choses? C'est vrai qu'on va le voir de manière très concrète ce week-end, puisqu'avec cette réunion conjointe, on va avoir les deux blocs présents, c'est-à-dire l'EAC, l'East African Community, qui est l'Afrique de l'Est, qui est un petit peu vu comme plutôt favorisant le Rwanda en faisant partie avec l'Ouganda, et qui à Kinshasa est un petit peu vu comme hostile. On se souvient que quand les forces de l'EAC étaient intervenues au Nord Kivu, elles avaient été largement critiquées pour laisser, je dirais, un petit peu le champ libre au M23. Et puis, de l'autre côté, on a la SADC, donc l'Afrique australe, qui est vue plutôt favorablement par Kinshasa, où on retrouve l'Angola avec son processus de Luanda. Et l'Afrique du Sud aussi. Et puis l'Afrique du Sud. Donc on a effectivement ces deux blocs, un qui est peut-être plutôt vu comme pro-Rwanda, et l'autre qui est vu un petit peu comme pro-RDC. Parce que l'East African Community, qui est présidée par le président William Ruto, le président kenyan, n'est pas très apprécié du côté de Kinshasa aussi. Donc c'est vraiment deux blocs qui seront en quelque sorte, qui vont se rencontrer à Dar es Salaam pour ce sommet-là. Quelles sont les attentes, Dr Ben Luther, de ce sommet ce week-end en Tanzanie? Les attentes, pour l'instant, tout est fou. La présence des deux. Déjà, il faut préciser déjà première rencontre inédite depuis l'offensive du M23. Il faut préciser qu'il n'y a pas une rencontre entre Tshisekedi et Kagame qui est multilatérale.
prévu. Il n'y a pas de voilà. bilat qui est prévu. Exactement. Donc c'est dans le cadre multilatéral. Hein. Mais après, il faut attendre. Déjà, on part dans une position où on a quasiment deux blocs qui se dessinent, hein, pro-RDC, pro-Rwandais, très clairement. Et donc, ça sera très, très difficile demain d'espérer à une solution. Vous êtes pessimiste sur cette rencontre? Oui, je suis très, très pessimiste. C'est juste pour la forme? Très, très pessimiste. Parce que, en l'état actuel des choses, hein, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer demain. Et je doute fort qu'il y ait une solution. Mais le président Paul Kagame s'est dit, en tout cas, ouvert à une désescalade. Hein. Après ça, oui, alors moi, je pense que quand même les deux... Des deux côtés d'ailleurs. Hein, les deux présidents voilà, ont quand même des intérêts communs. C'est effectivement cette désescalade parce que Félix Tshisekedi, qui est en échec militaire, il va quand même essayer de faire baisser la pression militaire. Ça, c'est peut-être le premier objectif, avec peut-être un cessez-le-feu. On sait que ça ne marche pas vraiment, mais en tous les cas, c'est la seule chose peut-être qu'il peut obtenir. Et le président Kagame, lui, il peut essayer d'obtenir, en tous les cas, une désescalade diplomatique, parce que son image commence à être sérieusement écornée. Et le fait qu'il soit présent à ce sommet peut-être temporiser, en tous les cas, un petit peu. Les deux présidents ont quand même quelque chose à retirer de ce sommet, mais effectivement, c'est quand même assez mince. On n'imagine pas une solution comme ça sur la table. Je ne sais pas si vous avez regardé son interview assez lunaire sur CNN. Franchement, je ne sais pas très quoi. Qui nie d'ailleurs c'était des forces rwandaises. Assez baroque quand même. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui témoigne aujourd'hui ce qui pousse aujourd'hui le président burundais à déclarer ouvertement qu'il y a un véritable risque en fait de régionalisation du conflit parce que M. Kagame a toujours nié l'agression en fait rwandaise hein, sur d'autres territoires. Le président burundais parle des conquêtes de territoires parce qu'il ne faut pas oublier que à l'est de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs groupes armés en fait qui se battent et vous avez par exemple les ADF, hein, qui sont un groupe ougandais qui a été créé en 1995 pour s'opposer à Museveni et qui depuis lors a trouvé refuge hein, à l'est de la République démocratique du Congo. Et Museveni craint que ce groupe puisse profiter de la situation actuelle pour attaquer son pouvoir. Et donc l'Ouganda active en quelque sorte aussi sa position de défense. Le Burundi, on l'a dit, qui craint l'invasion rwandaise. D'ailleurs, le président burundais accuse même Kagame de vouloir planifier un plan pour l'assassiner. Et puis le Rwanda aussi, qui lui-même craint le fait qu'il y ait les exilés Hutus qui sont qualifiés de génocidaires puissent à un moment ou à l'autre aussi envahir le Rwanda et faire la guerre à Kagame. Donc, si une solution pérenne n'est pas trouvée demain, je pense très sincèrement que la guerre va s'étendre. Il y a aussi une escalade verbale pour le moment entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Je ne sais pas si vous avez suivi cette petite bruit diplomatique. Il y a eu une erreur de langage de la part de l'autorité sud-africaine qui ont qualifié les forces rwandaises de milices. En fait, il y a eu une erreur. Je ne sais pas si vous savez, c'était assez lunaire quand même cette histoire. Le terme utilisé, c'était militia. C'était pas vraiment volontaire de la part, en tout cas de ce qui ressort hein, de la diplomatie sud-africaine. Mais là aussi, ça démontre que les nerfs sont vraiment tendus. Hein, parce qu'en plus, il y a une vraie rivalité entre le Rwanda et l'Afrique du Sud à propos justement de la République démocratique du Congo, puisque on sait que l'Afrique du Sud est un soutien du régime de Kinshasa depuis longtemps. On sait que l'Afrique du Sud fait partie de tous les contingents des casques bleus. En 2012, ils ont été très actifs dans cette fameuse brigade de réaction rapide de la MONUSCO qui a permis quand même justement de faire sortir le M23 de la ville de Goma. Donc il y a cette vraie rivalité. En fait, ce sont des guerres par procuration
région, hein, sur ce territoire. Chacun des voisins entretient et à la fois a peur de certains groupes armés, et même régionalement, il y a des pays qui ont aussi des intérêts économiques et de leadership, parce que tout cela, en fait, c'est une question de rivalité régionale et de qui va avoir le leadership sur les différentes institutions et sur cette région. Le Rwanda veut à tout prix avoir le leadership par rapport à l'Ouganda, l'Afrique du Sud également. Donc ce sont ces rivalités régionales avec ce pays, la République démocratique du Congo, qui a 9 frontières. C'est quand même assez rare. Et donc ces 9 voisins se battent pour avoir leur mot à dire. Du côté de l'Afrique sur du ce Sud, je pense, ce Christophe, pays. les choses sont assez complexes parce que le président est un peu isolé dans son... Alors c'est très très compliqué. Je pense que lui voudrait être un petit peu proactif sur le plan militaire. Par contre, son opposition est très très critique. Alors ça, c'est aussi des problèmes de politique interne en Afrique du Sud. Donc Félix Tshisekedi compte beaucoup sur l'Afrique du Sud pour le sortir militairement de ce bourbier. C'est pas forcément sûr que le président Ramaphosa aille aussi loin, parce qu'effectivement, avec la mort de 14 soldats, il est vraiment fortement critiqué en interne. Mais monsieur, sincèrement, qui peut arrêter Paul Kagame aujourd'hui? À la vérité, rien. Voilà. Si vous voulez une réponse simple, rien, parce que aussi longtemps que M. Kagame continue à jouir en fait de cette espèce d'immunité liée notamment au génocide, et qui a créé une espèce de culpabilité internationale, je pense que rien ne pourra l'arrêter. Surtout à cela, il faut ajouter le fait qu'il bénéficie d'un soutien indéfectible on le voit aujourd'hui, des Occidentaux qui peinent à condamner, même s'il y a des condamnations, mais qui peinent à sanctionner véritablement le Rwanda, donc qui cautionne d'ailleurs en fait véritablement ce qu'il fait, puisqu'il y a des soutiens, on finance l'armée rwandaise, etc. Et on va même jusqu'à passer certains accords de coopération sur l'Union européenne, effectivement. Voilà, sur des minerais dont le Rwanda ne dispose pas. Donc cela dit qu'on encourage en fait le Rwanda à aller piller des ressources dont il ne dispose pas pour pouvoir faire les affaires dans des Occidentaux. Je pense qu'à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, rien ne peut arrêter Paul Kagame. Le seul moyen peut-être, je pense, je vais être un peu radical, le seul moyen peut-être pour essayer de le stopper, c'est de faire en sorte que cette guerre s'exporte sur le territoire rwandais. Je pense que là, c'est le seul langage en fait qu'il pourra comprendre. Il ne comprend que la force, Christophe. C'est dans ces militaires. Moi, ça m'a. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un risque. Voilà. Est-ce que militairement, la RDC a les moyens d'aller faire la guerre au Rwanda? Peut-être si les pays, peut-être si les pays de la SADC essaient de se rallier. Il faudrait vraiment qu'il y ait des aides militaires très très importantes. Est-ce que le Burundi a aussi? Pourquoi ne se retourner pas vers la Russie ou la Chine? Attention, Wagner. Mais je pense que pour garantir. À mon sens, une paix pérenne à l'est de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, tous les moyens sont nécessaires, en fait. Tous les moyens sont nécessaires parce que je vous le dis que Kagame ne comprendra rien. Kagame, on sait comment il est arrivé au pouvoir, même s'il est devenu président en 2000, mais on sait qu'il a mené quand même une rébellion au Rwanda, le Front patriotique rwandais, qui a même conduit à ce qu'il y ait des accords d'Arusha. C'est quand même assez bizarre, et il y a une coïncidence assez bizarre avec ce qui va se passer demain. C'est à peu près ça suit en fait le même contexte, où Kagame réclamait en fait qu'il y ait un partage de pouvoir entre les Tutsis et le gouvernement qui était dirigé par des Hutus, sous la présidente Juvenal Habyarimana, donc qui a été contraint d'aller à Arusha pour négocier des accords avec la rébellion Tutsi pour partager le pouvoir. Donc on sait que ce qui s'est passé par la suite.
le coup d'État qui avait eu lieu, l'assassinat de Juvenal Habyarimana. On est à peu près dans une même configuration. Donc c'est le seul langage que Kagame peut comprendre, c'est la guerre. Radicalité du côté de Dr Benutet, diplomatie peut-être encore. Voilà, je vais être un peu moins, belliqueux. Je vais être un petit peu moins belliqueux parce que moi je crois que le fameux totem d'immunité de Paul Kagame, c'est effectivement le génocide des Tutsis, mais c'est aussi la relative bonne image du Rwanda à l'international, avec ses réussites économiques, sa diplomatie militaire très active. Et là, je pense que ces dernières semaine, Paul Kagame est en train de perdre un petit peu cette image de marque. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait profiter et puis axer la pression internationale. Pour le moment, elle ne s'exerce pas sur cette thématique-là, sur l'aide internationale. Beaucoup de chercheurs disent que voilà, si on réduisait fortement l'aide internationale, ça aurait vraiment un impact sur l'économie rwandaise. Et je pense que cette question d'image pourrait peut-être obliger, c'est ce qui s'est un petit peu passé en 2012. Oui. Voilà. Alors on est effectivement en 2025 avec une configuration géopolitique internationale complètement différente, avec Trump, avec effectivement le précédent russe en Ukraine, où on se dit que voilà, on peut envahir un autre pays et que peut-être que ça va se terminer par des négociations et des compromis avec des terres qui vont finir par changer de main. Mais je pense qu'il y aurait en tous les cas cette piste-là peut-être à explorer. Pour le moment, la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne est encore assez frileuse, quoi. Mais on va revenir maintenant au Congo, où l'Église joue sa partition dans ce conflit. Elle a pris langue avec Corneille Nangaa, le patron de l'AFC, l'aile politique du M23. L'Église qui essaie d'être le pont entre le gouvernement et le M23. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un espoir de dialogue entre ces deux entités? Bon, à vrai dire, il faut rappeler les propos du président Tshisekedi qui disait que le dialogue avec le M23 était une ligne rouge que la RDC ne devrait pas franchir. Et surtout que le président Tshisekedi a toujours considéré le M23 comme étant un véritable instrument du Rwanda. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il souhaite dialoguer directement avec le Rwanda, d'accord? Et bon, l'Église a dit dans une déclaration qu'il était inconcevable de pouvoir dialoguer en mettant le M23 de côté. Parce que c'est finalement eux qui ont pris des armes, donc ils ont certainement des revendications qui, jusqu'à aujourd'hui, demeurent peut-être un peu floues. Peut-être les revendications du M23, on peut les connaître, mais de M. Nangaa, on ne sait pas ce qu'il veut réellement. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, dialoguer avec le M23 serait, à mon sens, un aveu de faiblesse de la part du pouvoir en place, parce que est-ce que le président Tshisekedi va se dédire, est-ce que Kinshasa va infléchir sa position ou restera-t-il ferme? En tout cas, pour l'instant, je ne pense pas que cette voie puisse être vraiment la meilleure. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de dialoguer directement avec le Rwanda, puisqu'on le sait, sauf à être du diable ou à souper avec le diable nuit et jour, pour ne pas comprendre que le M23 est manipulé par le Rwanda. Donc une solution viendra de la négociation directe avec le Rwanda. Christophe, c'est donc un coup d'épée dans l'eau, cette initiative? Non, moi je pense pas, parce qu'en fait, pour sortir de cette situation, Félix Tshisekedi a deux interlocuteurs avec lesquels il doit forcément à un moment ou à un autre négocier. C'est le Rwanda pour qu'il cesse l'ingérence et l'aide au M23. Et puis d'un autre côté, ce fameux ANC qui est la partie la plus congolaise de cette rébellion,
avec laquelle il doit aussi négocier, parce qu'ils ont deux revendications assez différentes. Le Rwanda, c'est la neutralisation des FDLR, et puis l'AFC, on le voit, ce sont des revendications beaucoup plus radicales, c'est-à-dire c'est un changement de pouvoir. Donc, il parle de la marche vers Kinshasa. Hein. Exactement, c'est ce qu'il a dit effectivement lors de son meeting dans le stade de Goma, ce qui montre que le M23 contrôle vraiment complètement maintenant cette ville. Mais quand même la population au sein de ce... Je vous coupe pas. Lors du meeting, on scandait quand même Fathi président. On l'entendait. Pour faire référence au président Tshisekedi. Voilà, Fathi, c'est voilà. Tshisekedi président, on entendait, voilà. Ce qui signifie que Nanga n'a pas forcément en fait l'adhésion de la population. Et puis je me suis posé la question pour quelqu'un qui souhaite un jour peut-être diriger les Congolais, pourquoi a-t-il choisi l'option a-t-il choisi de prendre des armes pour pouvoir éliminer ce... C'est pas nouveau sur le continent. C'est pas nouveau parce qu'en fait, il y a on ne comprend pas véritablement pourquoi il a pris des armes. En fait. Alors si. Enfin, c'est vraiment très très clair. En République démocratique du Congo, on ne peut pas être président par les élections. Puisqu'à chaque fois, les élections ne donnent pas forcément le résultat des urnes. Donc il y a la jurisprudence, effectivement, Laurent Désiré Kabila. Donc on est toujours sur ce schéma, sur ce même scénario où pour prendre le pouvoir, il faut prendre les armes, vu qu'on sait que par les élections, ça ne marchait pas. Donc il y a quand même un vrai problème de gouvernance et interne à la République démocratique du Congo sur ce conflit, un problème de gouvernance et de légitimité à chaque fois des présidents. Il y a eu déjà des accords signés avec le M23, n'est-ce pas, docteur? Oui. Vous avez été interpellé par un autre spectateur la semaine dernière sur ces accords. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement dessus? Très rapidement, en 2009, il y a eu des accords avec le CNDP qui est l'ancêtre du M23 version 2012. Puis en 2012, en mai 2012, il y a eu aussi des accords. En fait, que disent ces accords réellement, notamment l'accord de mai 2012? L'article 5 de ces accords, en fait, consacre en quelque sorte un statut de sinistré aux régions, enfin aux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, donc avec une administration particulière et avec un partage de pouvoir au sein de ces provinces, avec une une prépondérance en fait accordée aux rebelles, aux ex-rebelles, dont la gestion des affaires publiques dans ces régions-là. Donc, les ex-rebelles vont en quelque sorte administrer avec une autonomie très poussée ces régions, avec même le pouvoir de lever certains impôts, alors que l'on sait que selon la Constitution de la République démocratique du Congo, l'impôt relève de la compétence de l'État central. Et aussi, ces accords, d'ailleurs, ça a valu la qualification des accords de la balkanisation de la République démocratique du Congo, parce qu'on l'a vu que ceux qui avaient géré ces régions à cette époque-là étaient tous, pour la plupart, d'origine rwandaise. Et d'ailleurs, on a aussi une jurisprudence là avec Corneille Nangaa qui, après la prise de Goma, va nommer et procède à la nomination du gouverneur, des vice-gouverneurs qui eux, sont tous en fait des Rwandais. Voilà, il faut dire les choses clairement, qui sont des Rwandais. Donc, l'idée derrière même ces négociations avec le M23, ce que craint même Kinshasa, c'est cette balkanisation en fait. Parce que le Rwanda, sa stratégie c'est quoi? C'est de vouloir pousser des pions, placer des Rwandais ou les hommes qui lui sont fidèles dans la gestion des affaires publiques au Congo. Et cela a déjà même existé avec Kabila père qui avait confié le commandement de l'armée congolaise à James Kabarebe qui est rwandais. Donc voilà, ces accords en fait sont de nature, pour ne pas aller trop loin, à vendre une partie vraiment de la République démocratique du Congo. Donc cette volonté de réviser la Constitution qui était envisagée l'article 217 de la Constitution. Que vous avez longuement détaillé ici. Quelque chose à ajouter, Christophe? Non. Il était clair comme l'eau de roche. Oui, très clair. Mais c'est vrai que si on revient sur qu'est-ce qu'il y a à négocier en fait dans cette histoire,
C'est vrai que si on écoute le M23, c'est de revenir effectivement sur ces accords qui n'ont pas été respectés en 2009 et en 2013, qui prévoit aussi l'intégration des rebelles dans l'armée congolaise, qui prévoit aussi la transformation du mouvement M23 en mouvement politique, le retour des réfugiés. Et là, on revient en fait sur ce cycle sans fin des rébellions, intégration, qui fait que, d'ailleurs, c'est pour ça que l'armée congolaise est si faible. Alors, pas que pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'armée congolaise est très, très affaiblie, c'est qu'on a en fait intégré tout au long de ces 30 ans de rébellion, les rebelles au sein de l'armée congolaise, des gens pas forcément formés, des gens qui ont pris leur kalachnikov et qui se sont retrouvés après un accord de paix, bombardés effectivement, colonel ou même général, oui, dans l'armée congolaise. Et donc avec une armée congolaise très faible. Donc qu'est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut négocier ça avec le M23 ou est-ce qu'il faut négocier avec Corneille Nangaa un partage du pouvoir, puisque lui, il est quand même très clair sur le fait qu'il veut le pouvoir. Donc c'est vrai qu'il va falloir que Félix Tshisekedi ménage un petit peu ces deux revendications, la partie rwandaise et puis la partie un petit peu plus interne. Et c'est là où je pense que l'initiative de l'Église catholique et des protestants peut être intéressante, parce que ça peut lui permettre de sortir de cette crise en négociant, je dirais, avec le Rwanda, avec les institutions régionales et peut-être en interne avec l'intermédiaire de l'Église catholique, de manière indirecte avec le M23, puisque voilà, lui, il considère que c'est une ligne rouge et qu'il ne peut pas négocier avec les rebelles. Donc par l'intermédiaire de l'Église catholique, il pourrait peut-être essayer de trouver une porte de sortie. Elle va être compliquée parce que là, il n'a rien à mettre sur la table, hein, puisqu'il est en échec militaire depuis plus de 3 ans, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos analyses. Merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Portez-vous bien. Bon week-end et à lundi.